Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Agrandissement et embauche se profilent chez Cyclamen, implanté depuis 2019 à Aigolsart. Avec au départ 5 salariés, l'entreprise emploie actuellement 25 personnes pour nettoyer, trier et revendre des mélanges de métaux. Une extension de 1000 m² est prévue et 15 emplois supplémentaires devraient être créés. C'est pas Versailles ici. Face à la hausse des prix de l'électricité, de nombreuses communes ont pris des mesures de réduction de l'éclairage public et certaines sont allées très loin en éteignant toutes les lumières. Passé 23h ou 23h30 selon le cas, tout devient noir et cela devient soudain étrange de se promener à Roulin, à Bar ou encore Bérenthal. D'autres communes ont pris des initiatives moins drastiques, mais toujours avec la même optique, faire des économies. Troisième phase de restauration du jardin d'hiver, le bijou architectural du musée de la Faïence à Sarreguemines, classé au patrimoine des bâtiments historiques, a droit à une seconde jeunesse. Une équipe de restaurateurs agréés procède notamment à des retouches de peinture. La fondation d'entreprise Hermès continue le partenariat avec l'espace rural d'art contemporain Vendée-Forêt de la Meuse. La programmation d'exposition se poursuit avec Lionel Sabaté. L'artiste a conçu ses œuvres à partir de matériaux de la manufacture et les a rassemblés dans une exposition intitulée La Ruche au musée de la Grande Place à Saint-Louis-les-Bitches. Des enfants d'Aigolsart en classe verte à 2 pas de leur école. 40 élèves du CP au CM2 ont passé 2 jours au centre d'art Grossergarten de Schorbach. Visite du site, découverte du calendrier de la paix et des expositions temporaires, création d'œuvres collectives. Un programme riche et varié pour intéresser les enfants à l'art. Bitch a organisé son tout premier café philo. Plusieurs générations se sont retrouvées pour aborder des thèmes de société sous un angle philosophique. L'idée était née au sein de la galerie Bitch & Art. La municipalité l'a concrétisée. Les participants ont adhéré. On fera aussi un tour d'horizon de l'actualité du groupement 3S avec le JT 3S du mois d'octobre. Au sommaire ce mois-ci, l'APEI de Sarrebourg et le FAS Bernard Meyer étaient réunis avec des professionnels et acteurs du milieu pour une opération de sensibilisation sur la santé mentale. Puis direction le centre nautique de Sarreguemines pour vous présenter le nouvel atelier du club adapté les 4S. Ça sera à découvrir tout à l'heure. Parlons d'abord d'extension et de futures embauches à Aigolsart. L'entreprise Cyclamen, qui recycle les métaux non ferreux, se prépare à s'agrandir. Le projet a été quelque peu ralenti par le coronavirus, le dessin de nouveaux plans pour ajouter davantage de panneaux photovoltaïques et l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal. Les travaux et l'achat de nouvelles machines devraient coûter près de 3 millions d'euros. En installant des panneaux photovoltaïques sur le nouveau bâtiment, Cyclamen souhaite pouvoir produire d'ici 3 ans 100% de l'électricité consommée. Reportage d'Emilia Zell. Avec environ 50 tonnes de métaux traités et 2 camions qui entrent et sortent par jour, depuis le printemps, les tapis roulants fonctionnent même la nuit. Installée depuis 2019 à Bannstein, l'entreprise Cyclamen nettoie, trie et recycle les mélanges de métaux rachetés à d'autres usines de traitement de déchets. Elle souhaite aujourd'hui se développer davantage et construire une extension d'environ 1000 m². Pour ce faire, le terrain de l'ancienne scierie est en cours de rachat. Nous avons l'intention, j'espère l'année prochaine, de faire un agrandissement. Nous avons surtout besoin de la place pour stocker les produits entrants et les produits sortants. Et avec la place que nous gagnons dans le bâtiment que nous avons actuellement, nous allons encore acheter et installer d'autres lignes de production. Le développement du projet s'est vu ralenti, d'abord par la crise du Covid, puis l'augmentation du prix de l'énergie qui a conduit à l'ajout de davantage de panneaux solaires sur les plans. L'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal par le tribunal d'administration n'a pas non plus aidé. Le premier trimestre 2020, c'était juste le début du Covid et pendant un moment, c'était un peu compliqué de développer des marchés parce que c'était une nouvelle usine, personne ne la connaissait. Malgré certains riverains réticents au projet, la plupart se disent positifs face à la construction d'une extension. Enfin écoutez, moi je vous dis franchement, j'entends pas de bruit. Ça dépend comment que le vent, on entend des fois tac, 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 tac. Quand une entreprise se développe, s'agrandit, c'est toujours d'après moi une bonne chose, d'un point de vue économique, au niveau du travail forcément. Et donc c'est toujours positif d'après moi. Et comme nous, on n'est absolument pas dérangés par les nuisances de bruit et autres, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Avec l'agrandissement du site prévu pour le printemps 2023, 15 emplois devraient être créés. L'entreprise passera alors de 25 à 40 salariés.
Embauche aussi à Sarreguemines, mais de bénévoles. Un coup de pouce pour l'UNICEF. L'antenne de Sarreguemines lance un appel à l'aide. Elle cherche des bénévoles en renfort pour le marché de Noël de Sarreguemines. La vente de cartes et de cadeaux solidaires permet de contribuer au financement des actions de l'UNICEF en faveur des enfants. Vous pouvez aussi vous porter volontaire pour effectuer des interventions dans les établissements scolaires pour faire connaître les actions de l'UNICEF. Des formations spécifiques vous seront proposées dans les différents domaines. Rendez-vous au 17A rue Poincaré à Sarreguemines le premier mercredi de chaque mois de 10h à midi et le premier samedi de chaque mois de 14h30 à 16h30. Focus à présent sur des initiatives mises en place pour réduire la facture d'électricité. Alors je ne vous apprends rien en vous disant que les prix de l'électricité ont fortement augmenté. Heureusement pour eux, les particuliers bénéficient en France d'un bouclier tarifaire qui permet de limiter cette hausse à 4% en 2022 puis 15% en 2023. Les petites communes aussi sont concernées, comme Bérenthal, qui a pourtant décidé d'éteindre complètement l'éclairage public de 23h30 à 4h30. Pourquoi ce choix? Explications et éclaircissements dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. À Bérenthal, la nuit, les gens qui ne sont pas dans les bras de Morphée et qui regardent la rue ne voient que ça, le noir absolu. Depuis le début du mois d'octobre, la municipalité a en effet décidé de suspendre l'éclairage public de 23h30 à 4h30 du matin. Deux raisons ont incité le conseil municipal à prendre cette décision. Tout d'abord, faire des économies. Pour le moment, 16 000 €, qui est à peu près le prix qu'on a payé pour l'éclairage public cette année. 16 000 €, c'est beaucoup. On sait très bien que ces 16 000 € ne seront pas suffisants l'année prochaine. Et une petite goutte d'eau d'économie, en fait, ces 5 heures d'extinction nous permettront peut-être de récupérer au moins partiellement une partie de ces montants. Une préoccupation écologique se rajoute à cette volonté de faire des économies. Pour toute la nuit nocturne, c'est une très bonne chose. On a un refuge à chauves-souris dans le clocher de l'église. On a des chauves-souris qui survolent toutes les nuits l'étang. On a déjà fait des sorties avec le parc pour les chauves-souris. Ne serait-ce que pour ça, l'extinction nocturne est une excellente chose. Mais il y a effectivement toute la vie nocturne qui s'organise de nuit et qui est, pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité, un point qu'on n'a pas voulu négliger. Avant de pouvoir mettre en place cette extinction de l'éclairage public, la commune a fait l'acquisition d'horloges astronomiques pour un montant de 7 000 € environ. Le 22 novembre, le conseil municipal se réunira et à cette occasion, les élus pourraient décider de modifier les horaires d'extinction de l'éclairage public. Décision moins radicale à Sarralbe où seules certaines rues passent au noir de 23h à 5h30 du matin. Compte tenu de sa taille, cette commune ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de l'électricité et elle a voulu réduire la hausse de la facture énergétique. Guillaume Dumonteil s'est rendu sur place, de nuit évidemment. À Sarralbe, l'extinction de l'éclairage public est bien moins spectaculaire. Seules certaines rues sont plongées dans le noir, les autres, les principales artères commerçantes du centre-ville, continuent d'être éclairées. Cette extinction partielle est entrée en vigueur au 1er septembre pour essayer de contenir l'explosion de la facture d'électricité. Nous avions pour 144 000 € de facture d'électricité en année pleine. Rien que pour terminer l'année 2022, nous devons rajouter 240 000 € à notre budget pour couvrir simplement nos factures d'électricité. Si on se projette sur l'année 2023, nous montons à 780 000 par rapport à 144 000 en année pleine. Donc vous voyez, on est sur des prix où, au niveau de nos budgets, nous n'arrivons plus à tenir l'équilibre budgétaire. On est dans une situation, il faut le reconnaître, qui est délicate. Le maire de Sarralbe a pour objectif de ne pas toucher à la fiscalité en essayant de contenir l'explosion du coût des énergies. Au-delà de l'aspect économique, l'extinction partielle de l'éclairage nocturne est aussi un geste environnemental. Avant de prendre cette mesure, la municipalité s'est renseignée sur ce qui se faisait ailleurs. L'Association des maires de France a ainsi rédigé un document s'appuyant sur l'expertise de 215 collectivités qui pratiquent déjà la coupure de l'éclairage public. Impact sur la sécurité, plusieurs études ont montré que l'extinction de l'éclairage public n'a pas d'incidence sur la criminalité et la violence, permet de diminuer les petites incivilités, moins de rassemblements nocturnes et moins de tapage nocturne. Les habitants de Sarralbe sont eux aussi invités à donner leur avis sur cette extinction. Un cahier de doléances est ainsi mis à leur disposition dans la mairie.
Les deux solutions présentées ici, à Bérenthal et à Sarralbe, ne sont pas les seules que les communes ont décidé d'appliquer. À Bisgerswiller, par exemple, où l'ensemble de l'éclairage public est désormais à LED, le conseil municipal a décidé d'abaisser l'intensité lumineuse sur l'axe principal au niveau de la mairie, ce qui est somme toute, il faut bien l'avouer, difficile à observer à l'œil nu. Si les communes prennent seules les décisions concernant l'éclairage public, les commerces sont eux soumis à une loi. Après 1h du matin, les éclairages des commerces doivent être éteints. Pourtant, à Metz, tous ne respectent pas cette loi. Combien exactement? L'association Lorraine Nature Environnement a mené l'enquête. Emma Facchetti a assisté à la tournée d'inspection. Et du coup, il est 1h du matin, on peut y aller. À l'assaut des rues Messines, ces 3 volontaires font la chasse aux éclairages illégaux à l'aide de leur téléphone portable. Non, là, ça, je crois que ça compte pas. C'est le matériel, c'est le frigo. Guirlandes, ampoules, lampes, rien ne leur échappe. On scrute les enseignes lumineuses, les éclairages intérieurs, les éclairages de vitrines et les appareils qui peuvent être éventuellement en fonction dans le commerce. S'il y a des écrans d'ordinateur encore allumés, des machines à café qui ne seraient pas en veille, etc. Après la rue Taison. Là, il n'y en a pas beaucoup sur la rue Taison, mais ils ont beaucoup éteint. Oui. En Fourni-rue et la rue des Jardins, c'est l'heure du bilan. Alors les commerçants sont-ils des bons élèves? C'est vrai qu'on est a priori bien en dessous de ce qu'on a pu avoir il y a quelques années. Alors à l'époque, on n'avait pas forcément fait les mêmes rues, mais les grosses rues de Metz, on était à plus de 130 commerces qui étaient en infraction par rapport à la réglementation. Et là, sur on va dire à peu près 3 rues, on est juste à une vingtaine de commerces, donc c'est un chiffre quand même beaucoup plus bas que ce qu'on a pu avoir et ce qu'on peut imaginer avoir à la fin de la maraude. Au-delà des mesures obligatoires et de l'aspect énergétique, l'extinction de ces éclairages sont bénéfiques pour la faune et la flore. La lumière artificielle est la deuxième cause d'extinction des insectes après les pesticides. L'avantage s'ils éteignent, c'est qu'il y aura une restauration de la biodiversité, notamment au niveau des insectes. Il sera une incidence sur tout l'écosystème. Par exemple, s'il y a plus d'insectes, il y aura plus d'oiseaux. Et donc c'est important de redonner à la ville une cohabitation apaisée avec toute la nature. Après l'observation, place à la prévention. Les commerçants qui ont laissé leurs vitrines et enseignes allumées seront sensibilisés à la pollution lumineuse dans les prochaines semaines. Du coup, je vais pouvoir faire la suivante. Place à la culture, c'est un lieu qui est devenu source d'inspiration pour de nombreux artistes. Le musée de la Grande Place de la Cristallerie de Saint-Louis-les-Bitches accueille une nouvelle exposition. Après une immersion dans ce lieu historique de l'artisanat, Lionel Sabaté a créé plusieurs œuvres qu'il a réunies dans une exposition intitulée La Ruche. Reportage de Thibaut Desmerly. Des œuvres qui font corps avec l'architecture de la Cristallerie de Saint-Louis-les-Bitches. Des créations de l'artiste Lionel Sabaté, diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il a effectué une résidence sur plusieurs semaines pour s'immerger dans le travail des artisans, découvrir la vallée et apprendre l'histoire du musée de la Grande Place. L'exposition La Ruche en est le résultat. La ruche, l'abeille, c'est le symbole de l'artisanat, c'est aussi un des curseurs de la santé de l'environnement. Et donc c'est une exposition qui parle de ça, qui parle de notre lien à l'environnement et de notre lien à l'histoire et au savoir-faire ancestraux. Pour concevoir ses œuvres comme la licorne ou les abeilles de bronze, il a notamment utilisé des matériaux issus de la manufacture. Le but est de rendre beau ce qui, à nos yeux, ne l'est pas. Alors j'utilise des matériaux un peu particuliers qui posent la question de qu'est-ce qui est précieux en fait. Il y a du bronze, il y a des oxydations, des choses qui sont rouillées et puis ça va jusqu'à des fragments de peau morte et des rognures d'ongles et qui figurent des petites pétales de fleurs. La fondation d'entreprise Hermès a confié la programmation des expositions au Centre d'art Vendée-Forêt. Il assurera son commissariat jusqu'en 2023. Une merveille, une surprise de voir qu'il travaille avec les matériaux aussi, la vallée, les ressources, en s'inspirant. Le lieu est inspirant. Des œuvres inédites disposées aux 4 coins du musée de la Grande Place que le public pourra découvrir jusqu'au 2 avril 2023. Après la fontaine et les panneaux en céramique, le jardin d'hiver continue sa remise en forme. Cette année, ce sont les boiseries qui ornent les murs de cette pièce qui bénéficient d'une restauration complète. Maureen Grandcola est allée faire un tour sur le chantier au cœur du musée de la Faïence à Sarreguemines. Construit en 1880, le jardin d'hiver est un trésor dans l'histoire de Sarreguemines et ses faïenceries.
Survivant des guerres passées, son principal ennemi aujourd'hui, c'est le temps. La particularité du jardin d'hiver, ce sont ces immenses verrières qui l'entourent. Problème, en hiver il fait trop froid et en été il fait trop chaud, ce qui conduit à des dégradations plus ou moins importantes. Depuis 2 semaines, une équipe de restaurateurs agréés est venue remettre en forme cette salle emblématique. Donc on fait une partie conservation parce qu'on va préserver finalement ce qui est existant. Et on va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, vous avez un tas d'altérations essentiellement liées au fait qu'on est un peu comme une serre. Vous avez une grande amplitude thermique et beaucoup d'humidité et de soleil dans la journée. Ce qui fait que les matériaux souffrent et ils ont besoin de temps en temps être restaurés. Donc la restauration, c'est ça va être préserver l'actuel vernis qui est brûlé. On va le réactiver, ce qui permet d'obtenir de nouveau l'aspect satiné qui était plus riche en couleurs, en tonalité. Et puis après, il y a toute une série de retouches pour récupérer tous les petits points blancs qui sont apparus et qui montrent en fait le plâtre, parce que tout est en faux bois sur plâtre. Ce n'est pas la première fois que le jardin d'hiver fait l'objet d'une restauration. Classé au patrimoine des monuments historiques, une campagne de conservation et de restauration pluriannuelle a été lancée en 2018. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e phase du projet. Donc c'est une campagne qui a aussi commencé par toute la restauration déjà des faïences. Donc on avait fait la fontaine en 2018. L'année suivante, on a fait tout le reste des panneaux qui ornent le reste du jardin. Donc voilà, cette année, on a eu forcément une petite période où on n'a pas pu continuer. Donc cette année, on a enchaîné avec les stucs et boiseries et on espère continuer l'année prochaine avec l'intérieur de la verrière et potentiellement l'année suivante l'extérieur. Le chantier devrait s'achever d'ici la fin de la semaine. La 4e et dernière phase de restauration concernera les immenses verrières de part et d'autre de la pièce, prévues, si le budget le permet, l'année prochaine. Emmener des enfants en classe verte sans partir très loin, c'est le pari qu'a fait l'école primaire d'Egelsart en partenariat avec le centre d'art Grossergarten de Schorbach. L'objectif est de faire découvrir aux élèves un lieu d'exception près de chez eux et de relier le programme enseigné en classe avec des éléments exposés au centre. Ce concept attire d'ailleurs déjà d'autres structures. Reportage d'Emilia Zell. Partir en classe verte à seulement quelques kilomètres de chez soi, c'est possible. C'est ce qu'ont fait ces élèves de l'école primaire d'Egelsart. Les enfants ont passé 2 jours au centre d'art Grossergarten de Schorbach pour y découvrir certaines œuvres et les mettre en lien avec ce qu'ils apprennent en classe. Il y a la visite et l'explication, la découverte du calendrier de la paix. Il y a la découverte des expositions temporaires et permanentes du centre d'art. Il y a également des temps en classe, des temps de randonnée et des temps de création d'œuvres collectives avec des objets récoltés autour du centre d'art, dans la forêt notamment, en se fondant sur ce que vous voyez autour de moi, c'est-à-dire l'œuvre de Claude Brown et son exposition H-Impact. Les 40 élèves du CP ou CM2 à avoir participé à cette classe verte sont heureux d'avoir pu prendre part à cette expérience inédite. C'est bien parce que déjà on peut lire et il y a des jolies œuvres d'art. Et surtout, on va pouvoir faire des promenades. C'est bien parce qu'on peut faire tes céliques, on peut recater tes statues en même temps de faire les céliques. La classe verte de proximité est aussi une manière d'économiser de l'argent sur le séjour et de réduire le bilan carbone. On n'est pas loin de l'école et c'est un autre endroit. Un endroit tout à fait différent par rapport à l'école. Donc c'est montrer aux enfants également que tout près de chez eux, il y a des choses à voir et qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller très loin pour être pris par des nouvelles images, des découvertes, etc. Un style de classe verte qui intéresse certaines associations ou encore réseaux de l'État. Le concept de classe verte de proximité devrait donc se développer encore davantage dans le pays de Bitche. Un café philo, c'était une première à Bitche. Une dizaine de personnes étaient réunies pour le premier rendez-vous organisé par la municipalité. Un public intergénérationnel pour évoquer la première thématique, les réseaux sociaux. Marie-Morgane Pires y a assisté. À Facebook, ça c'est l'utilisation de sites. Un rendez-vous dans une pizzeria pour un café philosophique. L'événement est original et a attiré des participants de tout âge.
Au cœur des débats pour cette première édition, l'utilisation du téléphone portable et les réseaux sociaux. Je pense que c'est possible de se passer de téléphone quand on a quelque chose à faire. Je pense que l'ennui joue beaucoup là-dessus. Dès qu'on l'a pas, on pense et s'il se passait quelque chose, et s'il y avait quelque chose avec notre famille. Face aux participants, on retrouve Lucie Lezère, une ancienne professeure de philosophie. Pour elle aussi, c'est une première d'animer un café philo. Le concept est simple, un moment d'échange est organisé dans un lieu public, ici à la Pizza de Nico, et tous les sujets peuvent y être abordés avec une orientation philosophique et des questionnements. Je vais vous relire les phrases et on va essayer de transformer nos affirmations en questions. Par exemple, quelqu'un a dit, pour ne pas le nommer, « Je ne ressens pas le besoin de communiquer avec autrui ». La communication avec autrui est-elle un besoin pour l'homme ? L'idée du café philo est née au sein de la galerie Beach & Art, au centre-ville de Beach. Des visiteurs ont un jour évoqué cette idée d'animation à Cathy Schwartz, conseillère municipale qui gère ce lieu de culture. Et 3 mois plus tard, l'événement est créé et fonctionne. Je suis ravie là, et en plus des jeunes quoi. Il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs, hein. Il y a des plus âgés là. Il y en a un qui a 70 ans entre autres, et ça c'est super. Hein. Parce que une discussion possible à des âges différents, c'est toujours intéressant. Et si c'est fait dans le respect, la bonne humeur, ce sera vraiment très très bien quoi. Pour le moment, il n'y a pas d'autres dates d'annoncer, mais la volonté de la municipalité serait d'organiser un café philo par mois. Nous en parlions lundi dans Plus de Sport. Les internationaux de tennis se poursuivent à Sarreguemines. Après les qualifications, place à la phase finale. Hier après-midi, c'est Hugo Schott, le champion local, qui est entré dans la compétition. Invité par l'AS Sarreguemines, il affrontait Kai Wenelt, tennisman allemand, 650e joueur mondial. Après avoir dominé le début de rencontre, le Sarregueminois s'est incliné 7-6, 6-4. Les têtes de série ont également entamé leur tournoi. Michael Geerts, joueur belge 270e mondial et tête d'affiche, s'est imposé face au Français Hugo Pontico 6-4, 7-5. Victoire également pour l'Allemand Elmar Ejupovic, 299e mondial. Les Français aussi ont performé. Dan Hadad, le tenant du titre, a dominé son adversaire allemand Yannick Wunderlich 6-1, 6-4. Et Antoine Hang s'est également qualifié pour le deuxième round. Un deuxième round qui démarre aujourd'hui. 8 matchs sont au programme. Et rendez-vous bien sûr dimanche à 15h pour la finale en simple. Et nous, pour le moment, c'est l'heure de la météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, nuages et éclaircies se partagent le ciel. Les périodes ensoleillées sont les plus souvent belles. Pour la nuit, le ciel est largement étoilé, même si quelques passages nuageux sont attendus. Le thermomètre indique 13 degrés le matin, 23 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Simon. Le soleil se lève à 8h16 et se couche à 18h21. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Le 29 octobre, danse aérienne et musique se rencontrent à Petit-Réderchin avec la compagnie Les Aéronautes. Le temps d'une soirée, la harpe et la danse fusionnent afin de créer un spectacle musical et visuel. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Non. C'est quand mercredi? C'est quand mercredi? Papa, on est mercredi. On est quel jour aujourd'hui? C'est mercredi. Avec les mercredis, la journée des enfants est aussi celle des parents.
On arrive juste à Ambar de chez vous. Rendez-vous dans votre nouveau Burger King, 95 rue principale à Ambar. Burger King! À la Toussaint, il est de coutume de fleurir la tombe de nos proches disparus. Une manière délicate de montrer que nous ne les oublions pas. Le chrysanthème, emblème de la Toussaint, symbolise l'immortalité. Et la coupe de plantes vertes ou fleuries s'avère très décorative et durable dans le temps. Pour vous accompagner dans vos choix, à Beach, rendez-vous aux pompes funèbres du pays de Beach. À Rohrbach, vous serez les bienvenus aux pompes funèbres Schmitt. À Sarreguemines, l'équipe d'Éternité saura vous accueillir et vous conseiller. La Toussaint, l'occasion de maintenir le lien avec nos chers disparus. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, à repérer les signes qui sécurisent vos achats, et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclésdelabanque.com. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye, but! La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à Boulay ce samedi à 18h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Place au rendez-vous mensuel avec le groupement 3S. Ce mois-ci, retour sur la semaine d'information sur la santé mentale qui s'est déroulée à Sarrebourg, puis découverte de la nouvelle section sportive du club Les 4S au centre nautique communautaire de Sarreguemines. Voici le JT 3S présenté par Margot Dimpre. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT3S. En octobre avait lieu la semaine d'information sur la santé mentale. La ville de Sarrebourg s'est associée aux nombreuses associations, professionnels de santé, familles et autres établissements médico-sociaux du territoire pour créer un événement de sensibilisation. Le tout à l'initiative du centre hospitalier de Lorquin. L'objectif était de normaliser les troubles de santé mentale en commençant par mieux les comprendre. La santé mentale, c'est pas que la psychiatrie. Souvent, les gens peuvent faire l'amalgame. La santé mentale, ça peut être aussi bien une dépression, de l'alcoolisme, alors que la psychiatrie, c'est des cas souvent plus lourds comme la schizophrénie ou des choses comme ça. Sur place, on retrouve des professionnels et usagers des établissements du groupement 3S, notamment le FAS Bernard Meyer. Ça permet de faire découvrir au grand public les conditions dans lesquelles nous travaillons, le public que nous accueillons et de créer des partenariats et de pouvoir échanger avec différents professionnels. Audrey, employée à la blanchisserie de l'ESAT L'Éventail, a tenu à être présente pour mettre en lumière son métier. J'ai envie de présenter mon travail aux gens et puis après les gens peuvent venir visiter la blanchisserie et voir ce qu'on fait. On retrouvait aussi l'APEI, l'association qui œuvre au service des personnes handicapées sur le territoire de Sarrebourg depuis presque 60 ans. Il me paraissait important que l'APEI s'associe à cette démarche. Nous accueillons plus de 300 personnes avec handicap dans les différents établissements. Alors on peut toujours faire mieux, mais je crois que pour l'instant, ce qu'on réalise dans nos établissements est déjà une bonne étape. Changer l'opinion publique sur les troubles mentaux est un défi plus grand que ce que l'on pourrait croire. L'opération aura tout de même permis de mettre en lumière les actions de l'APEI de Sarrebourg et du groupement 3S, ainsi que de nouer des liens entre tous les acteurs du réseau. Du nouveau maintenant du côté du club adapté les 4S. On connaissait le judo et maintenant place à la piscine, une nouvelle section sportive ouverte à tous depuis le mois de juin. Il s'est avéré avec le Covid 2 ans, plus de sport, plus rien, tout s'est arrêté. On a beaucoup de résidents qui ont pris du poids, moi également. Donc on a cherché une autre activité et ce qui en est sorti, c'était la piscine. Un nouvel atelier victime de son succès. La première séance accueillait déjà 20 participants. Ce sont des résidents de foyers du groupement 3S, des travailleurs de l'ESAT La Ruche et des personnes qui vivent chez leurs parents. C'est pour eux une façon de se retrouver en dehors des murs des établissements et de se dépenser. C'est un sport très complet. Je ne suis pas un nageur à la base, mais je sors de cette séance, je peux vous dire, je suis éreinté.
La séance se déroule chaque mercredi de 17h à 18h avec Amar, un coach sportif mis à disposition par le Centre nautique de Sarreguemines. Les adhésions sont bien sûr ouvertes aux personnes extérieures au groupement 3S. Le JT3S, c'est fini pour ce mois-ci. Rendez-vous le mois prochain pour une autre édition. Et c'est aussi la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à bientôt.